en février 2011, nous avions organisé dans l'intérieur du Forum social mondial un moment qui a duré une journée à l'Université de Dakar, où les mouvements qui sont pour une indemnisation correcte des populations déguerpies de l'autoroute sont venus intervenir pour donner un peu leur point de vue, des points qui pour eux semblent être significatifs, qui concernent surtout le fait qu'ils ne sont pas contre le projet autoroute, mais simplement que le projet autoroute ne devait pas être un prétexte utilisé pour détruire des vies qu'ils ont construites pendant des années, et puis en les rejetant très très loin des endroits où aujourd'hui ils ont l'ensemble de leurs activités. Donc ça, c'était ce qui était adressé à l'occasion du Forum social mondial, qui était adressé aux gens venant aussi bien des populations déguerpies qui habitaient là avec leur famille, mais également les garagistes automobiles qui étaient aussi impactés par ce passé, mais qui, eux, étaient plus fortement organisés et qui réclamaient à l'État, qui avait auparavant fait des manifestations violentes, qui réclamaient à l'État un relogement groupé dans un site où ils pourraient continuer à faire leur activité comme auparavant. Le mouvement contre les coupures d'électricité est venu à l'université pour dire également que l'impact de ces coupures d'électricité à répétition est de plus en plus longue, était d'une part la destruction d'activités de gens extrêmement modestes, qui sont des artisans, qui ont besoin d'électricité, qui des tailleurs, des mécaniciens avaient besoin d'avoir un approvisionnement électrique régulier pour pouvoir honorablement poursuivre leurs activités, ou bien également des populations qui tout simplement, dans le cadre de leur vie familiale, avaient besoin d'une fourniture d'électricité, en tout cas maîtrisée, même si elle n'est pas complète dans la journée, qu'elle soit maîtrisée, qu'on sache exactement, qu'on sache à peu près à quel moment on n'a pas d'électricité, mais à quel moment on peut en avoir. Il y a également l'ensemble des cliniques, des maternités qui parfois ont des groupes électrogènes, mais qui, en plus de ça, en plus de leur activité, ont géré des finances relativement importantes qui vont toucher à ces activités. Donc, c'est de tout ça dont s'ils s'appuient pour dire que ils aimeraient que l'État mette en œuvre un plan qui permette d'avoir un approvisionnement maîtrisé d'électricité. Et le second point sur lequel ils étaient mobilisés, consistait à dire que l'État devait également regarder de plus près les factures d'électricité, parce que ces factures, il s'était avéré que plus il y avait de coupures, plus les gens payaient des factures chères. Donc, tout simplement parce que les formules de calcul de la facture électrique avaient été modifiées pour introduire des seuils qui faisaient que si on ne consommait pas beaucoup,
d'électricité, on payait plus cher le kilowattheure, et plus on en consommait, moins. Et dans la mesure où on leur servait de moins en moins d'électricité, ils payaient de plus en plus l'électricité, le peu d'électricité qu'ils avaient. Donc voilà, donc c'était des gens qui étaient relativement mobilisés et déterminés sur des questions qui touchent à la vie des gens et qui étaient venus manifester de ça à l'Université de Dakar, donner en tout cas une tonalité à cette... on a également eu à l'Université de Dakar des propos tenus par les personnes qui sont impactées par les inondations, hein, qui principalement disaient que les inondations n'étaient pas une fatalité et qu'un ensemble de solutions pouvaient être mises en œuvre par l'État pour complètement maintenir les populations sur place et éradiquer complètement ces inondations. Voilà, donc c'est un peu la tonalité de l'intervention de l'Observatoire à l'Université de Dakar qui était ainsi dite à travers les organisations comme Ande de Sokhali Medina Gounas pour les inondations, le mouvement des imams et des résidents de Guédiawaye pour ce qui concerne l'électricité et la vie chère, et les différents mouvements pour le relogement des personnes, des familles impactées par le projet autoroute, ainsi que ceux des garagistes impactés par le projet d'autoroute. À l'occasion de cette intervention organisée dans le cadre du Forum social mondial à l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar, pour le mouvement de la banlieue, nous avions fait 2 découvertes. La première était de... j'en ai retenu que 2, en fait, mais je retiens quelques-unes qui me semblent assez significatives. On a découvert que ces mouvements, en fait, existaient, avaient une expérience depuis de nombreuses années contre l'État et le pouvoir libéral au Sénégal. Et ils avaient, de cette expérience de l'État, ils avaient notamment essuyé, en particulier, toutes les pratiques de corruption de l'État visant à déstabiliser ces mouvements. Donc ça, c'était ressorti, disons, comme étant une des questions qu'on avait recueillies avec ce travail. Pour le deuxième découverte qui nous semble encore assez significatif, que les mouvements nous ont permis d'avoir à cette occasion-là, c'est que pour résister aux différents assauts répétés du pouvoir libéral, ces mouvements avaient développé une expertise. Et une expertise de leur situation, et que cette expertise était la plupart du temps une expertise technique, très pointue, qui était au moins à la hauteur de l'expertise des services de l'État, voire plus pointue que l'expertise des services de l'État. Donc ça, c'est un peu ce qui se dégage, disons, de cette première phase de contact avec les mouvements, où on a appris quelque chose d'eux. En juin 2011, il va se passer à Dakar un certain nombre de manifestations violentes contre l'État autour d'une réforme constitutionnelle
qui visait à faire, à permettre au président Wade de passer la main à son fils, sans passer par les élections. Donc, cette réforme constitutionnelle, cette énième réforme constitutionnelle du pouvoir libéral n'est pas passée parce que la jeunesse a tiré dans la rue l'ensemble des forces politiques pour s'opposer physiquement à ce que cette loi soit votée, cette révision constitutionnelle soit votée. Donc, à cette occasion, nous découvrons, avec le mouvement Y en a marre, une volonté des mouvements de s'occuper de la question de l'État, mais dans des modalités renouvelées, puisque ces mouvements, ce sont... Le mouvement Y en a marre va être un peu le catalyseur de différents mouvements, et une des caractéristiques de ces mouvements qui vont être actifs dans cette période, c'est leur volonté de se tenir à distance de l'État et des politiciens. Donc ça, pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, c'est-à-dire la raison qui ont trait à la façon dont l'État a traité tous ces mouvements, mais aussi pour des raisons liées à l'expérience même des mouvements qui savent pertinemment qu'avec l'État et avec le pouvoir, il n'y a pas d'avenir possible ensemble. Donc c'est un peu ça qui... Au fur et à mesure des rencontres et des discussions, nous nous sommes rendus compte que l'intention n'était pas seulement de prendre des postes dans l'État, ce n'était pas seulement d'avoir des prébendes qu'on a proposées aux uns et aux autres, mais dans les termes de Y en a marre, c'était de faire ce qu'ils appellent un parlement de la rue qui permettait de contrôler ce que l'État faisait, se tenir suffisamment à distance pour pouvoir, en tout cas, toujours être en état de contrôler ce que l'État fait. Et voilà, donc ça également, je pense que c'était une des choses que je pensais importantes qu'il fallait relever. Là, un autre point que je voudrais un peu ponctuer, c'est en décembre 2012, nous avons organisé une mission qui a été spécifiquement centrée sur la question des inondations. Et là également, nous avons, pour cette mission-là, nous avions organisé un forum, en tout cas un forum des mouvements qui s'occupent des populations au moment des inondations, que le but de ce forum-là était de mettre en place, avec les mouvements, un livre blanc pour sortir de cette situation des inondations. C'est une situation qui se répète depuis le début des années 2000, année après année, et à
chaque année, aux premières pluies, on a un plan sec qui est déclenché, qui entraîne des dépenses importantes pour l'État, c'est-à-dire qui se chiffre autour de 5 milliards de francs CFA, que ces dépenses importantes de l'État permet uniquement à distribuer à des copains et à des amis, sans appel d'offres, de l'argent, énormément d'argent. Et c'est une chose qui se répète d'année en année. Ce qui fait que de cette situation, il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'il y ait toujours des inondations et des inondés pour pouvoir continuer le business. Et puis, cette situation permet également de tenir toujours sous la menace une partie de la population, parce que d'année en année, les populations sont déguerpies, dont notamment une bonne partie à qui on avait proposé dans le cadre d'un plan qui s'appelle le plan Djahaï, qui est un plan de relogement dans la région de Dakar, dans des lotissements construits par l'État, des maisons, et qui avaient plus leur maison, mais on les a envoyés dans un endroit qui n'était pas fini de construire, et qui voyaient quasiment jamais la fin de ce processus. Donc ça également, c'était un des points que pointaient ces mouvements, comme étant un moyen dans le temps, à faire partir une partie des gens et de finir de toute façon vers un déplacement généralisé des populations. Donc ça c'était aussi un des aspects de ce qui ressortait de cette réunion. Voilà, donc le livre blanc a regroupé une dizaine d'associations dans la banlieue de Dakar et de mouvements qui s'occupent effectivement des populations pendant la période de crise. Ce qu'on apprend à cette occasion-là, c'est que au-delà du fait que le maintien du phénomène des inondations permettait de maintenir un système de prébende avec de l'argent public qui était distribué, mais qu'au-delà de ça, les inondations contribuaient également à une vaste opération de saccage des banlieues. Je m'explique là-dessus. Donc il y a des zones, on a par exemple, je vais vous donner un exemple précis. Il y a un lac qui s'appelle le lac Oui, qui en soi n'était pas impacté par les inondations. Mais du fait de décisions prises par les agents de l'État. On a pompé de l'eau souillée dans des endroits inondés pour venir souiller un lac qui ne l'était pas et mettre en difficulté un ensemble de populations qui avaient des cultures maraîchères tout autour du lac qui se situe dans une zone relativement belle, comme on a entendu hier au Brésil. Ce lac était devenu quasiment impraticable parce que, en plus, le scandale de l'opération, c'est que on aurait pu, en mettant 400 mètres de plus de tuyauterie, aller déverser directement les eaux inondées
les déverser directement à la mer. Mais on a choisi délibérément de les faire transiter par le lac, parce que d'un côté, l'eau souillée arrivait dans le lac, de l'autre, on pompait l'eau du lac pour le jeter à la mer. Donc, c'est des situations qu'on a découvert là, hein, qu'on n'apprend pas autrement que d'être lié avec les populations dans des processus où on cherche ensemble à trouver des solutions. Ça, c'est quelque chose qu'on découvre, et on découvre même pire que ça. On découvre que derrière cet état de prévarication de l'État, il y a quelque chose qu'on aurait même pu considérer comme une volonté délibérée des pouvoirs publics en collusion avec la Banque mondiale pour créer de toutes pièces ces inondations. De quoi s'agit-il? Il s'agit que depuis 1994, la décision sous la pression de l'OMS, la Banque mondiale va faire pression sur le gouvernement du Sénégal pour arrêter d'alimenter en eau potable l'agglomération de Dakar par de l'eau qui est pompée dans la nappe phréatique. La nappe phréatique qui est à Dakar servait essentiellement à alimenter en eau potable l'ensemble de l'agglomération de Dakar. Cette nappe, ces pompages se trouvent entre Pikine, vous voyez là, en bas la Thiaroye, voilà, donc dans cette zone-là, les zones de captage et de pompage de la nappe se situaient. Il se trouve qu'un peu plus au nord, juste en bas des Niayes vers Malika. Malika, bon voilà, par là, il y a un lac qui avait été asséché, qui s'appelle le lac de Gomes, que les pouvoirs publics ont transformé en décharge. Et cette décharge, c'est une des décharges les plus importantes d'Afrique. Et elle se fait sur un lac qui a été asséché simplement parce qu'on avait pompé la nappe. Puisqu'on avait pompé la nappe, le niveau de la nappe était rabattu. Et par phénomène de lavage de cette poubelle superficielle, à l'occasion des pluies, donc des métaux lourds et un ensemble de nitrates ou autres ont été progressivement pris de la surface dans les poubelles pour se retrouver dans la nappe. Et au fur et à mesure, la nappe phréatique devenait impropre à la consommation humaine. Et donc, l'OMS, la Banque mondiale, qu'on arrête d'alimenter les populations avec de l'eau souillée. La Banque mondiale et l'État du Sénégal, par un certain nombre de modélisations qu'ils ont fait faire par des bureaux d'études, savaient pertinemment que s'ils arrêtaient de pomper la nappe, ils allaient inonder 1 million de personnes. Donc, toute la partie qui va être du côté de Guédiawaye, toute la partie inondée aujourd'hui, qui correspondent essentiellement dans ces formations géologiques à des points bas qui étaient rendus propres à l'habitation parce qu'on pompait régulièrement la nappe. Donc on a séché la partie la plus superficielle de la nappe,
par le pompage. Et ces points bas se sont retrouvés avec de l'eau reconquis par l'eau, simplement parce que mécaniquement on avait arrêté de pomper la mer. Et ça, l'État du Sénégal, la Banque mondiale, le savait depuis 1994. Et ils en avaient modélisé, ils savaient les contours de ce que ça pouvait faire. Donc ils ont choisi de faire ça. Donc derrière ça, ce qu'on apprend, c'est que, comme pour le lac Bouy, on apprend au moment des visites que le maire de Yeumbeul avait un projet immobilier relativement séduisant, mais il fallait avoir les terrains, puisque aujourd'hui, personne ne peut trouver, du fait de la folie foncière qu'il y a eu dans toute la région de Dakar, personne ne peut trouver 1 mètre carré de terrain disponible à Dakar. Et donc, par le phénomène des inondations, on pouvait recycler, en déplaçant en masse des populations, on pouvait recycler des parties importantes de la région. Voilà, donc c'est des opérations de cette nature, qui sont des opérations typiquement foncières, qui méprisent totalement la vie et le devenir des gens, et au mépris du droit, des principes les plus élémentaires du droit de la propriété, on organise à travers des phénomènes naturels qu'on a décidé de ne pas maîtriser. On organise un peu la spoliation et voilà. Donc ce livre blanc qui était l'objet de cette initiative partagée avec les populations est toujours en cours, et je vais vous en donner un peu le contour le contenu qu'on a décidé de faire de ce livre blanc, qui consiste à faire faire par chaque mouvement dans l'endroit où il est, une sorte de mémorandum sur les 3 dernières années. Hein? Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2012, 2011, 2010, au moment des inondations, qui était présent, qui a fait quoi, etc. C'est un peu un état des lieux de ce qui s'est passé, avec une recommandation qu'on avait donnée qui consistait à dire, dans la mesure où on vient de changer de pouvoir en 2012, il faut peut-être regarder un peu plus près, mettre un peu plus en exergue les volontés et les velléités qui seraient mises en place par le nouveau pouvoir. Ça, c'était le premier point de chaque plaidoyer. Hein. Donc le livre blanc va être constitué de plaidoyer de chaque mouvement dans sa zone, et chaque plaidoyer doit avoir 3 points, dont le premier c'est le mémorandum rétrospectif. Le deuxième point de ce plaidoyer, c'est de donner un certain nombre de mesures d'urgence à mettre en place dès cette année pour pouvoir soulager les populations au moment de la prochaine saison hivernale. Donc, mesures immédiatement accessibles, immédiatement applicables, qui permettent de soulager les populations. Et troisième point, c'est un ensemble de mesures
de long terme, tel que le voient en tout cas les populations et les mouvements, sachant que sur ces questions-là, l'expertise des populations, à mon sens, est sur bien des points beaucoup plus consistants que l'expertise qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans bon nombre de statuts de mouvement. Donc, qui donne que chaque mouvement donne un peu les éléments de sa vision à long terme d'un plan d'investissement qui vise à ce que on limite au minimum les effets des inondations, ensuite que le minimum de population sans que les populations ne soient déplacées, que les déplacements de population devront être discutés et avalisés à l'intérieur de ce projet. Voilà, donc c'est un peu ça le livre blanc qui est en chantier avec les populations. Et vous voyez bien qu'avec déjà, ne serait-ce que le travail qui a commencé à être engagé, nous avons, y compris à des journalistes de la place de Dakar, des journalistes d'investigation, nous avons appris beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qu'on a enseignées, réenvoyées à des gens de la place qui ne le connaissaient pas. Notamment ce que je viens de vous expliquer sur les inondations était très peu connu, voire pas connu du tout, de l'ensemble de personnes, y compris des journalistes de la place de Dakar. Voilà un peu une petite chronique des petites histoires de l'Observatoire à Dakar, juste pour lancer un peu la discussion entre nous. Voilà. Écoutez, je vais vous dire aussi quelques mots là-dessus. La première chose, c'est que ce qui se passe à Dakar et au Sénégal, dans le cadre de l'Observatoire, doit énormément à la présence et à l'engagement de Djibril, lui-même sénégalais, qui est resté très lié à toute une série de gens qui ont été ses compagnons d'études au Sénégal, à Bordeaux, compagnons professionnels, compagnons militants, etc. Et que sur une question sur qu'est-ce qui a rendu possible qu'on travaille comme ça, cet élément-là est tout à fait une espèce de pièce tout à fait importante et constitutive. Y compris pour tenir les contacts, pour entretenir quelque chose, parce qu'on peut poser la question, mais comment vous faites pour tenir ça en y allant 2 fois par an, les bonnes années 3 fois par an, quelquefois 4 fois pour Djibril, qui mêle des voyages privés avec... Et à l'occasion de voyages privés, s'occupe de l'observatoire. Alors, je voudrais vous dire quelques mots sur ce que je pourrais appeler la question de la... Enfin, on y a les... Vous savez, dans ce genre de travail, il y a un élément très important qui consiste à décider sérieusement, je me permets de vous dire ça aussi, vous qui êtes doctorant, chercheur, promis à grand avenir, j'espère, qui est
comment dire, à partir de quoi on va réfléchir, à partir de quoi on va travailler, là où on s'installe intellectuellement. Alors, ça, là où on s'installe intellectuellement, où on a les pieds, ça ne veut pas dire que le reste n'est pas convoqué, mais... Et dans l'expérience de Dakar, c'est de travailler avec les mouvements. Le mot mouvement, tel qu'on l'entend à Dakar, est particulier, vous l'avez bien entendu. Ce sont des regroupements, déclarés ou pas pour certains, mais c'est très compliqué de se déclarer légalement comme association à Dakar, c'est toute une procédure. Autant en France, il faut 3 personnes, une raison sociale, un siège, une adresse, etc. Et puis on a le tampon d'une association, loi de 1901. Dans Dakar, c'est une procédure. Mais c'est une structuration de gens qui ont décidé de travailler ensemble dans un endroit donné, enfin à une échelle donnée, sur un ensemble de questions et qui définissent entre eux des méthodes de travail, des objectifs, etc. etc. Et il m'est arrivé, par exemple, alors je précise ça parce que en France, dans l'histoire militante et politique française, depuis 68, le mouvementisme, ça a été tout autre chose. Il y a longtemps, maintenant, déjà, dans mon texte, dans mon livre d'anthropologie du nom, je déployais sur la conception de la politique une critique assez de ce que j'appelais le mouvementisme. C'est-à-dire le fait que le mouvement crée ses propres catégories, ses propres espaces problématiques. C'est un débat qui existe depuis, on va le retrouver. Mouvement au Sénégal, c'est pas ça. C'est ce dont Djibril vous a parlé, c'est ça ce qu'on appelle le mouvement. Et alors, si vous voulez, on a... Donc si on décide de travailler avec les mouvements, on a ce qu'on a fait, il y a un ensemble de questions propres à ce choix qui sont passionnantes, difficiles et en mouvement, non stable. Il y a d'abord, si vous voulez, la question du mouvement dans son processus interne. Par exemple, les déguerpis de l'autoroute, les PRP, l'autoroute à péage, le premier P, c'est une personne affectée par l'autoroute à péage. Ça représentait des milliers de gens qui se sont trouvés, déguerpis de façon extrêmement violente, dans un certain nombre de cas. Pour beaucoup d'entre elles, délibérément dupées, trompées par l'APIX, c'est-à-dire une agence d'État chargée de l'opération au profit de la construction d'une grande autoroute à péage pour essayer de résoudre les encombrements structuraux qui, vous avez vu le plan, la carte, c'est une presqu'île, et donc la rentrée dans la ville et la sortie dans la ville sont à certaines heures des cauchemars, de patience et de fumée de menu. Vous donner un exemple, on a l'Observatoire a un jour reçu, amené par les gens du PAP, une dame qui le matin était partie au travail, elle élevait seule 5 ou 6 enfants, elle avait une maison, elle avait quelques chèvres, etc., etc. Elle est rentrée le soir, sa maison avait été rasée au bulldozer, ses enfants dispersés, ses moutons tués. On n'avait pas le temps il n'y avait personne pour les prendre, ils ont été tués, etc. Et elle a reçu quelques milliers d'euros en dédommagement et elle a envoyé à 30 km. Il marque des maisons. Ouais. Je
Je vous donne cet exemple pour vous dire que quand je dis des conditions extraordinairement violentes, un exemple, et deux, il y avait soi-disant dans l'APIX, ce projet étant contrôlé par la Banque mondiale, des structures d'évaluation pour le bon traitement des populations. Parce que de même que maintenant, il faut sur les paquets de tabac, les tabatus, ou si vous fumez trop, c'est très mauvais pour vous, votre environnement, il faut dans tout grand projet de restructuration la caution d'un bon traitement des populations, mais généralement ce sont les mêmes experts qui sont chargés du projet lui-même et de son évaluation. Ou ce sont des cabinets, enfin je veux dire, il n'y a aucune procédure claire sur le fait qu'on demande vraiment à un groupe indépendant. Voilà. Alors, bon, et ce groupe-là a été l'objet de pratiques de corruption incroyables. Mais incroyables, vraiment. Je vais vous en raconter une. Ils sont convoqués de la part de l'APIX, donc agence gouvernementale, mais des ministres, etc. Ils ont été convoqués à une réunion par la directrice de l'APIX, enfin c'était à peu près ça, un état du gouvernement. Et on leur a distribué de l'argent et un portable. Et à la sortie de la réunion, la directrice de l'APIX a fait une conférence de presse en disant « Vos délégués sont des pourris, on vient de les acheter avec un portable et 50 000 CFA. » Et vous imaginez, là, bon, voilà, ce genre de choses. Alors, le mouvement du point de vue interne. Il y a une série de questions si vous voulez, qui se posent dans la structuration du mouvement. Et il se trouve que dans l'équipe, entre Djibril, moi, Alain, Claire également, Amar, que vous avez vu hier, Claire Nioche, Amarini, que nous connaissons tous, etc., on a une relative expérience aussi des situations de masse, des situations de mouvement et de comment ça se passe. Il y a par exemple une question qui n'a l'air de rien, qui est toujours récurrente et d'une difficulté considérable, c'est la liste. C'est l'établissement de la liste. La liste des gens expropriés, la liste des squatteurs, la liste des gens inondés, la liste exacte de qui habite dans la maison. Vous savez tous que ça soit dans les foyers, que ça soit dans les squats, que ça soit dans les cités HLM, s'il y a un recensement qui est fait, vous avez tout d'un coup des gens qui sont partis, mais qui, apprenant le recensement, disent « Oui, mais je suis là, je dois bénéficier du recensement ». Vous avez des gens qui ont sous-loué, vous avez des gens, quelquefois, des locations au 3e degré. Le propriétaire n'est plus là, il a sous-loué, mais la personne à qui on a sous-loué, etc. Vous avez la question des épouses, c'est-à-dire quelquefois elles ne vivent pas au même endroit, mais le père est là. Tout ça, c'est des questions réelles. Hein. Donc, l'établissement d'une liste et la question du pouvoir à l'intérieur du mouvement se joue sur qui établit la liste et dans quel ordre. Par exemple, cette question. Une autre question tout à fait décisive, c'est celle des négociations. Qui négocie, quoi, comment, et surtout, quel est le groupe de négociation et quelle est la clarté des négociations, quel est le caractère public des négociations. Moi, je me souviens, c'était il y a très longtemps, mais de débats furieux. Ça devait être à Renault, dans les usines de Renault, où un certain nombre d'ouvriers grévistes avaient demandé à assister en observateur aux discussions syndicats-patrons à propos d'une grève que ces gars avaient entièrement menée, et au départ contre les syndicats, et le refus absolu des syndicats, en particulier la CGT, d'accepter des observateurs
autres que les experts mandatés, syndicaux, etc. Et quelques années plus tard, je me souviens d'un endroit où... Donc ça, c'était, je crois, en Pologne, que j'avais vu ça, au moment de Solidarité, où ils avaient sonorisé, à Gdansk, les négociations. C'est-à-dire toute l'usine écoutait ce qui se disait dans la salle de négociation. Mais ça, c'était essentiel. Donc, la question du secret des négociations, non, la question du secret des négociations. Ah, mais soyons sérieux, je vous sais ça. Alors, avec, si vous voulez, un intérêt, il faut le voir dans les deux sens. C'est-à-dire, je ne sais pas si, parce que les négociations, ça porte bien son nom. C'est une chose extraordinairement complexe. C'est-à-dire que dans une négociation, il faut savoir, si vous voulez, il faut... il y a deux parties. Généralement, il y en a trois. C'est-à-dire, il y a le pouvoir public, il y a les bailleurs, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Et donc, c'est pas simplement, si vous voulez, l'intérêt de comment on conçoit les négociations, c'est pas simplement que les gens qui négocient pour le mouvement ne soient pas corrompus, achetés ou simplement dupés ou bluffés. Si vous voulez, au moment de Solidarité, ils avaient inventé des cohortes d'experts, des conseillers de Solidarité. Il y a un mouvement, le mouvement dont on a entendu, dont Jaime Sepúlveda nous a parlé sur les lycéens au Chili, là, le grand mouvement de la CES, etc. Et puis ce qui se passe dans le sud du Chili, chaque fois qu'il y a des cohortes d'universitaires, d'experts, etc., qui viennent se mettre au service, qui constituent des groupes de travail avec les mouvements sur la question des négociations, sur la question de la compétence. Donc, il y a cet élément-là, mais il y a un autre élément qui joue qui est que du côté du mouvement lui-même, des gens du mouvement, il y a une conscience aiguë de ce que c'est qu'une négociation. Et une négociation, ce n'est pas la satisfaction de toutes nos revendications. Pour reprendre un slogan, satisfaction. C'est pas exact. Et de l'autre côté, c'est les points sur lesquels on ne cédera pas. Etc. Donc ça suppose, si vous voulez, la question du rapport de force, la question du moment où on rompt, on reprend pas, on se voit pas, etc. Jaime Sepúlveda, je termine sur les négociations, nous avait raconté que là, dans le mouvement qui a eu lieu dans le sud du Chili, là, avec les marins pêcheurs et qui avait rassemblé des provinces entières, le gouvernement il voulait négocier directement avec le gouvernement. Et ils donnaient des rendez-vous successifs, dans des villes différentes, les faisant attendre pendant des heures et des jours sans répondre, pour finalement, in fine, ils ont ouvert une négociation à Santiago. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est-à-dire que la question de la négociation elle-même, de son déroulement, de qui y assiste, etc., est un enjeu de conflit considérable. Donc, il y a... Si vous voulez, donc les questions internes. Alors la liste, les négociations, et puis les principes, si vous voulez, les positions de principe. Les positions de principe, c'est, par exemple, sur la question des inondations, mettre en avant le fait que, dans toute la mesure du possible, il n'y a pas d'expulsion. C'est-à-dire que les travaux sont envisagés de telle façon que le maximum de gens restent sur place. Et qu'on examine technologiquement. Alors, c'est pas possible dans tous les cas. Il y a des cas où vraiment il y a des problèmes de différence de niveau, etc. Mais on peut déplacer de peu. Voilà. Ça, c'est une position de principe parce que la position de principe, de facto, en fait, des pouvoirs publics et des bailleurs, c'est on déguerpit tout le monde, on fait des assainissements colossaux et on requalifie le terrain en terrain constructible, habitable, zone touristique, zone d'immeubles, zone de bureaux, etc. Et on spécule dessus à fond. Et donc contre cet énoncé-là qui est tout le monde dehors,
les grands chantiers et mutation essentielle du principe de qui va vivre là, de qui va s'en servir, il faut un autre principe qui est les gens sont là, notre principe c'est qu'ils y sont bien, malgré les inondations, puisque les inondations elles durent depuis 20 ans. Et la dernière année, c'était particulièrement catastrophique. Ce n'est pas du tout des bébés emportés. Il y a eu des torrents d'eau. Et si fort que les constructions qui sont sans fondation, c'est du parpaing, c'est même pas affairé, il n'y a pas de fer à béton qui tient eux, ont emporté des murs entiers qui sont écroulés sur les gens avec des mamans qui fuyaient avec leurs bébés, les bébés ont été noyés, il y a eu une dizaine de morts. C'est par noyade. Donc c'est pas du tout c'est pas les pieds dans l'eau. Un, deux, le taux de palu dans cette zone-là est 5 fois le taux national, et ça touche les enfants en bas âge et les femmes enceintes et les vieillards. La pollution, voilà, etc., etc. Donc, si vous voulez, on a travaillé là-dessus. Et sur qu'est-ce qui pouvait, si vous voulez, qu'est-ce qui pouvait constituer une unité interne du mouvement, qu'est-ce qui pouvait constituer un principe de tenue interne pour résister à la corruption. Et il y a autant de mouvements qu'il y a de figures, enfin, qu'il y a de profils de cette question. Le mouvement des PAP, des personnes affectées par le taureau, a été dévasté par la corruption. De bout en bout. Et malgré tous nos efforts, il y a un autre mouvement, celui de Medina Gounas, contre les inondations. Il y avait une ligne voilà, tout à fait remarquable, liée à la figure de son dirigeant, qui était un membre important de l'Observatoire depuis le début, et qui, jusqu'à présent, s'était tenu à distance de l'État. C'est-à-dire qu'il résistait au fait d'être recruté dans un parti, et qui maintenant, finalement, va se présenter comme maire de Medina Gounas aux prochaines municipales. On reviendra sur cette question. Il y a le mouvement des garagistes, dont on a découvert un peu sur le tard, le mouvement des garagistes, qu'ils avaient une espèce de forme d'alliance avec le fils Wade, avec Karim Wade, figure emblématique de la corruption. Puisque Wade, à un moment donné, était titulaire de 5 ministères. Le fils Wade, Karim Wade. 5 ministères accordés par son père, Abdoulaye Wade, dont des ministères chargés de répartir les fonds islamiques d'Arabie Saoudite, du Koweït, du Qatar, c'est-à-dire des sommes colossales. Mais ils avaient fait affaire, et ce qui fait qu'ils s'étaient pas mal débrouillés jusqu'à un certain point. C'est-à-dire ils avaient un nouveau terrain qui devait être installé, ils avaient une liste, ça fonctionnait. Alors, c'est un point compliqué. Alain, Djibril, peut-être, mais c'est un point compliqué parce que on en a discuté dans l'Observatoire, un mouvement, au sens où je l'entends, là, a à un moment donné besoin de définir son espace d'interlocution avec l'État, avec le pouvoir. Ça, c'est quand, dans quels termes, dans quelle visée, etc. C'est une question très importante. Et on a été constamment confronté à cette question, à des moments différents, dans des modalités différentes sur les mouvements.
Par exemple, vous avez le niveau infra qui consiste à ce que la réaction qu'on connaît bien en France dans certains endroits, mais au Sénégal c'est la même chose, parce que les gens, sur une question donnée, disent c'est à la mairie de s'en occuper, c'est au gouvernement de s'en occuper, c'est au ministère de s'en occuper, à porter le problème. C'est-à-dire, ça dysfonctionne, plus encore il y a de la souffrance, il y a du malheur, il y a de la peine. Qu'est-ce que vous faites? Et donc, cette question du rapport aux institutions convoque immédiatement une autre, est en vérité induite par une autre question qui est qu'est-ce que chaque mouvement entend par lui-même constituer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il constitue, qu'est-ce qu'il dit pouvoir constituer de sa propre capacité, sa propre indépendance, de son propre espace de référence et de subjectivité. Par exemple, le mouvement Médina Gounass s'est constitué sur les inondations une compétence sur la question des inondations. Le mouvement de l'imam Sarr, de citoyens de Guédorel, sur les coupures d'électricité, ils ont fait un mémorandum qui va des mesures à court terme, des mesures à moyen terme, des mesures à long terme pour l'indépendance énergétique du Sénégal. Ils ont pris des experts qui ont désossé les compteurs pour montrer qu'il y avait de la triche et de la manip de la Sénélec, la Société sénégalaise d'électricité, même dans l'enregistrement. Enfin, ils sont d'une compétence extrême à leur propre compte. Ça, alors, si vous voulez, cette question-là, je vous donne de façon peut-être un peu empirique pour l'instant, mais elle est à la fois réelle, incontournable, et elle nous interroge, chacun d'entre nous, sur notre propre positionnement sur cette question. Notre propre positionnement sur, somme toute, est-ce qu'on croit crédible des espaces d'inventivité, de capacité propre des gens aujourd'hui, des possibles là-dessus, sur les questions d'organisation, sur les questions d'expertise, sur les questions de consistance subjective face à l'État, à la corruption, à la division. Antérieurement à l'interpellation du pouvoir, antérieurement à l'inscription dans le jeu politique, il y en a toujours une. Il ne s'agit pas là-dessus de... Il y en a toujours une. Je vous dirai un mot là-dessus. Mais le problème n'est pas qu'il n'y en ait pas. Le problème, c'est comment un mouvement garde son propre espace d'autonomie, de décision, de formulation, avant de se confier à l'opposition, à la majorité, à la minorité, aux syndicats, à ceci, à ceci, à cela. Et sans, si vous voulez, sans, comment dire, sans acrimonie, c'est pas de l'ordre de choses qui par ailleurs existent, des partis qui viennent récupérer, qui viennent ceci, qui viennent cela, dire venez avec nous, vous avez raison, voilà. Dès qu'il y a un mouvement un peu consistant, il y a beaucoup de gens que ça intéresse, y compris des sociologues, des anthropologues, des ethnologues, etc. Mais aussi, politiquement parlant, tout le monde arrive. Voilà. Donc, et là-dessus, la vie est comme ça, je veux dire, il n'y a pas, on ne veut pas récup, on ne veut pas vous écouter, voilà, vous étiez... C'est pas ce problème-là dont je parle. C'est la question, si vous voulez, des positionnements entre forme de capacité d'organisation, forme de conscience et rapport au pouvoir et à l'État. Par exemple, si vous dites
on discute pas mal dans l'Observatoire. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de la catégorie de l'antagonisme? Est-ce que tout ça, est-ce qu'on a une approche en termes dialectiques au sens... Est-ce qu'on dit la capacité des gens est en partie réactive à la situation d'oppression, à la situation de ceci, à la situation de cela. Donc c'est la question des formes de conscience doit être elle-même inscrite dans des effets liés au pouvoir, liés à l'État, liés à l'oppression, liés à ceci, liés à cela. La position de l'Observatoire n'est pas celle-là, mais on aura l'occasion d'en discuter. La position de l'Observatoire, elle n'est pas cela, mais pour des raisons qui ont commencé par être des raisons d'expérience, d'empiricité, avant d'être des questions d'ordre d'être problématisées. Je pense qu'une des qualités de l'Observatoire, de ses membres, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, c'est malgré tout d'être à l'école du réel, si vous voulez, d'essayer comme je dis quelquefois, de tenir le plus grand compte de l'expérience. Quand quelque chose fonctionne, quand quelque chose ne fonctionne pas, etc. etc. Et d'avoir à l'expérience un rapport qui n'est pas Caramba encore raté. Vous savez, il y a une bande dessinée, je ne sais pas quoi dire. Quelquefois, c'est Caramba encore raté parce que ça rate. Parce que l'hypothèse n'est pas bonne. Et puis voilà. Mais il y a aussi Caramba réussi. Il y a beaucoup de choses qui ont réussi. Mais que ça soit raté ou que ça soit réussi, l'expérience, quand elle est bien faite et sérieusement faite, elle permet de conclure deux, trois choses. J'entends par expérience, voilà, le travail de 6 mois, 1 an, 2 ans de l'observatoire, un mouvement, etc. Et donc, le débat, c'est ça, si vous voulez. C'est d'une certaine façon, quelle est la puissance éventuelle de formulation des principes, de formulation des règles de fonctionnement, de formulation des objectifs d'un mouvement, qui est constitué de telle façon que il a une armature interne qui est à lui, qui est une invention, enfin, moi je l'appelle comme ça, une rencontre heureuse entre des gens, une situation, etc. Et qu'il est adossé à ça pour s'adresser à la fois dans le travail avec ses membres et en même temps dans le travail en direction de l'État sur la question de l'extérieur. Alors la question de l'extérieur, alors ça c'était l'importance des dispositifs internes, mais comment on les réfléchit? C'est pour ça, hier avec Le Pau, on avait une discussion sur... mais si vous voulez, très importante sur, somme toute, par exemple, la question de la puissance d'organisation, la puissance subjective, etc. Voilà. À quel moment on la dose sur la situation économique objective, par exemple? Ce que tu appelles la précarité systématisée, ou là, la pauvreté, ou là, l'oppression, la violence de l'État, etc., etc., etc. C'est compliqué. C'est vraiment des questions contemporaines passionnantes, mais il faut les prendre. Alors, vous savez, dans l'expérience chinoise, il y avait un adage qui était là où il y a pression, il y a révolte. Mais tout le travail d'Alain sur les émeutes montre bien que c'est pas parce qu'il y a émeute. Et l'émeute, c'est à la fois une expression j'allais dire créatrice, oui, mais créatrice de quoi? 1000 guillemets. C'est pas toujours... La question de la puissance subjective de une puissance réactive, une puissance ceci, une puissance cela, mais sur le fait que l'émeute crée elle crée son possible, ça je n'en doute pas. Mais le devenir de... Si vous voulez, voilà, il y a des possibles de courte durée, vous savez, comme dans le conte d'Andersen avec
Je sais pas, c'est la marchand d'allumettes. Elle allume une allumette, il y a une petite lumière, l'allumette s'éteint. Mais il y a des puissances. Moi, je pense qu'il y a des puissances subjectives de ce type-là. La question des mouvements, c'est des puissances subjectives sur le long terme. C'est tout autre chose. Regardez en Tunisie, là, entre le printemps et puis l'année suivante, etc. Donc si on prend l'échelle de temps, on réfléchit. Et pourtant, ça n'hypothèque en rien, on a eu souvent l'occasion de discuter, la puissance de l'invention et le caractère formidable de ce qui a eu lieu. Simplement, la question de ce qui a eu lieu s'inscrivant dans les effets de durée, c'est une autre question. Voilà, donc c'était aussi pour vous dire que c'est pas parce qu'on... C'est du travail comme ça, très minutieux. La question des mouvements est de l'intérieur du mouvement. Alors, la question de l'extérieur du mouvement, bon, Djibril vous en a dit pas mal, c'est... On a eu... finir là-dessus. Il y a vraiment différents registres. Il y a un grand registre qu'on a suivi très en détail, qui a été l'inscription du travail du mouvement, de chaque mouvement, dans la conjoncture électorale présidentielle sénégalaise. On a essayé de tenir l'idée qu'il fallait un dispositif d'autonomie relative des mouvements par rapport à la conjoncture électorale, vœu pieux. Vœu pieux. C'est-à-dire les mouvements sont pris dans la conjoncture électorale. Ils sont pris et ils sont voilà, comme tout le monde. Là-dessus est intervenu un nouveau venu très important, c'est Y en a marre. Y en a marre qui s'était créé à peu près en même temps que nous au Forum social mondial, hein, et qui a une importance conjecturelle réelle, mais à la différence de l'Observatoire, sans aucun élément sérieux sur une question quelconque, des propositions alternatives sur une question, des questions sur l'habitation, sur le foncier, sur l'électricité, sur ceci, sur ça. Et la question ce qu'on appelait antérieurement du programme ne les intéresse pas. Et ils n'ont pas de compétences là-dessus. C'était le nouveau citoyen, le nouveau type de NTS, le nouveau type de Sénégalais. C'est, voilà, les organismes. Donc ils ont tous été pris dans la conjoncture électorale, et nous, depuis le début, on dit que les conjonctures électorales ou pas, l'essentiel c'est que d'autres dispositifs réels sur quelques grandes questions de la vie des gens se mettent en place ou pas. Et que c'est là-dessus qu'on jugerait, nous, qu'on proposait de dire que l'Observatoire allait juger l'après-wadisme, maintenant que Macky Sall est président. Et là-dessus, malheureusement, les faits nous donnent entièrement raison, c'est-à-dire que l'après-wadisme est wadiste. C'est-à-dire que là, les ruptures ne sont pas des ruptures de personnes, sont des ruptures de programmes, sont des ruptures d'inspiration. Donc on a beaucoup travaillé aussi cette question. En si vous voulez, la directrice de la PIX qui avait organisé ce guet-apens est devenue directrice... responsable des inondations. Responsable des inondations, tellement elle a Ministre conseiller. Ministre conseiller, et notre ami Ababacar nous dit, bah oui, mais tous les salopards qu'on avait vus avant, on les retrouve maintenant, donc rien n'a changé. Donc vous avez aussi des choses très instructives là-dessus, c'est-à-dire que quand le personnel politique, les conseillers, les trucs sont strictement les mêmes, sont recyclés, il n'y aura pas de... Alors, simplement sur cette question des mouvements par rapport à l'extérieur, il y a au moins 3 registres. Il y a celui de la corruption, premier registre. Il y a celui de la conjoncture parlementaire, on l'appellera comme ça. Les périodes préélectorales où il y a sont annoncées des ruptures
de majorité, c'est particulier. Pour montrer très loin dans le temps, je suis persuadé que le fait qu'en 1965, De Gaulle ait été mis en ballottage au premier tour des présidentielles par Mitterrand, c'était un séisme qui a produit ses effets. Et que le fait que Wade, tout le monde était sur la fin, que malgré tous ses efforts, etc., ça a des effets d'ensemble. La conjoncture parlementaire n'est pas du tout indifférente. Et pourtant, ce n'est pas là-dessus que nous on travaille, ni qu'on joue là-dessus. Donc ça, c'est le deuxième élément sur les mouvements. Ça peut être des conjonctures locales, des conjonctures ceci, des conjonctures cela. Mais ça rentre dans la question que eux, ça les intéresse dans les dispositifs d'interlocution avec l'État. Alors, le troisième élément sur lequel on discute beaucoup, et puis je terminerai là-dessus, c'est qu'il y a entre nous, dans l'équipe, et même beaucoup plus large, des discussions sur, pour tel ou tel, être dans l'espace généralement municipal ou local, enfin des institutions locales ou pas. Par exemple, à Babacar, pendant 10 ou 15 ans, il est resté à distance, et là, il y a une conjonction générale pour qu'il fait qu'il va devenir maire. Amar est élu municipal. Parce qu'il va se représenter depuis 10 ans, il est élu municipal, pas à Grigny, mais à Rue-sur-Rangis. Voilà. Et en même temps, il y a dans certaines conjonctures une politique systématique de l'État pour recruter les chefs de mouvement. J'ai appris que l'imam Sarr, c'est toi qui me l'as dit. Je suis devenu sénateur. Sénateur? C'est ce qu'on m'a dit. Moi, je croyais qu'il avait été recruté au Conseil économique et social. Au Conseil économique et social. D'accord. Ouais. Bon, il est, voilà. L'imam Sarr, c'est celui qui a dirigé c'est un fonctionnaire retraité, fonction publique, qui a dirigé la lutte sur les coupures et contre les hausses d'électricité. On en fait on le met dans un conseil. L'autre va devenir maire. Ainsi va la vie. Non, je dis ainsi va la vie parce que moi je suis sur une position de principe qui est à l'écart de. Je pense qu'on ne peut pas être dedans et dehors. Mais il y a des contre-exemples. Dont acte. Dont acte. Voilà. Donc, je voulais un peu le... et dernièrement, cette question des inondations, elle est vraiment très importante dans toute l'Afrique de l'Ouest. Graziella travaille sur les inondations à Cotonou. On travaille à Dakar. À Abidjan, il y a aussi des graves problèmes d'inondation. C'est si bien que, si vous voulez, ça devient aussi une question structurelle, au moins sur cette partie-là de l'Afrique.